Merci Jean-Luc. Bon, les organisateurs de cette session ont vraiment eu une drôle d'idée en mettant ce sujet dans la session, parce que, comme vous le savez tous, il se passe beaucoup de choses pendant la vie fœtale, dans le développement testiculaire. Il se passe pas mal de choses après la puberté, mais entre les deux, en général, on considère qu'il ne se passe rien. Et donc, c'est pas évident de parler de ça. Et en plus, ils sont adressés à quelqu'un qui n'y connaît rien. Et donc, c'était un petit peu un piège. Bon, enfin, je les remercie quand même, parce que ça m'a permis de regarder la littérature dans ce domaine. Et ce que je vais vous rapporter, c'est essentiellement les données de la littérature, parce que je n'ai aucune expérience personnelle sur les testicules prépubères. Alors pourquoi c'est pas évident d'étudier les testicules prépubères chez l'homme? D'abord parce qu'on n'a pas tellement d'occasion de pouvoir examiner les testicules d'enfants ou de pouvoir analyser histologiquement des testicules d'enfants. Et puis il y a une deuxième raison, c'est que on n'a pas de modèles animaux qui permettent de faire ce genre d'études. En effet, si on regarde ce qui se passe chez l'homme entre la naissance et la puberté, bon, là c'est le développement des cellules de Sertoli qui, vous voyez, prolifèrent après la naissance. Elles ont déjà commencé à proliférer avant la naissance, comme me l'a montré Virginie Royer-Fabre. Et puis on estime que cette prolifération va s'arrêter pendant une période de quiescence qui dure plusieurs années, puisque vous voyez que entre 1 an et 10-13 ans, apparemment il ne se passe rien. Et puis à la puberté, il y a une nouvelle prolifération et il y aura la maturation des cellules de Sertoli qui correspondent à l'initiation de la spermatogénèse. Alors les modèles animaux habituels qu'on utilise sont les rongeurs, comme Virginie vous l'a montré tout à l'heure. Avec les rongeurs, là vous avez l'exemple du rat, c'est assez compliqué parce que chez les rongeurs, il n'y a pas de temps entre la période néonatale et la puberté. En fait, il y a un chevauchement entre la période néonatale et la puberté, et donc on n'a pas vraiment cette phase de quiescence. Donc on n'a pas les modèles habituels qu'on utilise pour étudier le testicule et la spermatogénèse sont non opérants dans ce domaine. Alors heureusement, on a des primates, et vous voyez que ici, pour le rhésus, on a une faible prolifération et puis une importante prolifération en phase prépubertaire, et ça ne ressemble pas tellement à la phase humaine. Alors il y a un autre modèle qui a été développé notamment par l'équipe de Richard Sharp à Édimbourg, qui est le marmoset, où naturellement, ça ne ressemble pas tellement à l'espèce humaine, puisque vous voyez que la prolifération, j'arrive pas à voir la flèche, voilà. La prolifération est essentiellement postnatale, mais quand on donne des antagonistes de GnRH, on arrive à... J'ai pas de chance. Parce que j'ai pas de flèche. Ah si. Quand on arrive à donner de GnRH des antagonistes, on a un profil de prolifération sertolienne qui ressemble beaucoup à ce qui se passe dans l'espèce humaine. Et c'est pour ça que Richard Sharp utilise ce modèle dans la période néonatale et après. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on sait chez l'homme? Dans la période néonatale, il se passe un événement qui est tout à fait intéressant, qui est une espèce de mini-puberté. C'est-à-dire que quand on regarde les taux hormonaux après la naissance, pendant les premiers mois de la naissance, on se rend compte qu'il y a un pic de testostérone, un pic de FSH, un pic de LH, un pic d'inhibine. Et que ce pic, il dure à peu près du 2e mois jusqu'au 6e mois. Et puis au 6e mois, la testostérone elle revient pratiquement à 0, comme la LH. Et pour l'inhibine et la FSH, c'est un peu plus tardif. Si l'inhibine est sécrétée plus longuement, ça représente cette prolifération sertolienne dont on parlait tout à l'heure. Alors on a donné le nom de mini-puberté à cette période, et en fait, cette sécrétion hormonale hypophysaire qui va commander les cellules de Leydig et les cellules de Sertoli se fait parce qu'au niveau hypothalamique, le générateur de pulse
de GNRH qui est fonctionnel pendant la vie fœtale continue à fonctionner dans cette période. Et puis, il y a une inhibition de ces pulses de GNRH qui se fait au bout de quelques mois et qui va aboutir à la période de quiescence correspondant aux années suivantes. Et dans la phase prépubertaire, on va avoir une désinhibition du générateur de pulse GNRH et à nouveau une remontée de la FSH et de la LH. Alors cette mini-puberté a des effets sur le testicule. D'abord ici, vous voyez l'évolution du volume testiculaire dans l'espèce humaine entre 0 et 6 ans. Et vous voyez qu'au cours des premiers mois de la vie, eh bien, on a une augmentation du volume testiculaire suivie d'une chute de ce volume. Et cette augmentation du volume testiculaire reflète la prolifération sertolienne dont je parlais tout à l'heure. On n'a pas beaucoup d'histologie, comme je vous le disais, sur les testicules prépubères, mais enfin, il y a quand même quelques travaux qui ont été publiés, notamment ceux d'une équipe argentine, qui est l'équipe de Chemes. Et vous voyez dans le schéma du haut un testicule néonatal. Et ce testicule néonatal ressemble beaucoup au testicule fœtal que vous a présenté Virginie Royer-Fabre. C'est-à-dire qu'il y a des cellules de Sertoli qui sont marquées S ici et qui d'ailleurs ont des noyaux qui sont à plusieurs niveaux. C'est un peu comme un épithélium pseudo-stratifié. Et puis on a des cellules germinales marquées G et qui correspondent à peu près aux présomatogonie dont on parlait tout à l'heure. C'est vrai qu'on ne peut pas parler vraiment de gonocytes, mais on parle de cellules germinales. Et il n'y a pas de lumière, donc c'est comme un testicule fœtal, et cet épithélium séminifère est très différent de l'épithélium séminifère de fin de puberté, où ici on a une spermatogénèse qui est pratiquement totale. Donc, dans cette période néonatale, dans les premiers mois de la vie, c'est à peu près la même chose que pendant la vie fœtale. Une des questions qui se pose, c'est est-ce que ces cellules germinales, ces gonies, ces présomatogonie, sont capables de se différencier et de donner des spermatocytes qui vont enclencher la méiose. Là-dessus, il y a un débat. Et en fait, la même équipe a montré que, occasionnellement, quand on examine les testicules d'enfants, et là il s'agit d'un enfant de 6 ans, on voit des cellules de ce type qui ont exactement l'allure des spermatocytes de type aquitaine, et ce qui montre donc que dans le testicule de l'enfant, il y a toutes les conditions qui sont réunies pour qu'une méiose puisse s'enclencher, même si elle ne va pas s'achever, puisqu'on ne voit jamais de spermatocytes qui sont à un stade plus avancé. Et même si ce phénomène est exceptionnel, puisque ces observations sont extrêmement rares dans les testicules, un testicule d'enfant. Mais il semble qu'il y ait quand même cette capacité d'initiation de spermatogénèse. Bon. Alors, je suis désolé parce qu'apparemment il y a un problème de transfert de photos, mais il y a une équipe aussi qui a fait un travail tout intéressant, qui est l'équipe de Barenstein, qui a étudié la prolifération et l'apoptose postnatale des cellules testiculaires et qui a trouvé que dans la période de 1 à 21 jours, c'est-à-dire pendant les 3 premières semaines du développement, il y avait un rapport prolifération sur apoptose qui était nettement en faveur de la prolifération pour les cellules germinales, un peu moins pour les cellules de Sertoli, non, beaucoup pour les cellules de Sertoli, un peu moins pour les cellules germinales et un peu moins pour les cellules de Leydig. Et que ce rapport prolifération sur apoptose diminue ultérieurement au cours des premiers mois et au cours des premières années. Donc, dans le testicule, dans le type séminifère, au cours de ces premiers mois et ces premières années, on a à la fois une prolifération des cellules germinales et des Sertoli, et on a des phénomènes d'apoptose qui se produisent, il y a un équilibre entre les deux, qui tend à maintenir la quantité de cellules relativement faible. Alors pourquoi c'est intéressant de comprendre ce qui se passe dans cette période néonatale? Peut-être parce que ce qui se passe à ce moment-là de la vie pourrait avoir des conséquences plus tard chez l'adulte. Et que cette prolifération initiale qui se produit pendant cette mini-puberté au cours des premiers mois
pourrait conditionner la production des spermatozoïdes qui va se faire après la puberté. Je ne sais pas si on en a parlé hier après-midi, je n'étais pas là, mais vous savez que dans l'étude des effets d'environnement et des perturbations des fonctions génitales, il y a un modèle d'étude tout à fait passionnant qui est le Danemark et la Finlande, où ces deux pays ont des incidences de cancer du testicule, de cryptorchidie, de production de spermatozoïdes qui sont tout à fait différents. Schématiquement, il y a moins de cancer du testicule, il y a moins de cryptorchidie, il y a plus de spermatozoïdes produits en Finlande qu'au Danemark. Et les équipes qui s'intéressent à ça dans ces deux pays se sont intéressées aux testicules néonatales, l'équipe de Skekebeek et l'équipe de Topari, et ils ont regardé sur plus de 1500 garçons le volume testiculaire à la naissance. Et ici, ce qui est représenté en blanc à gauche, c'est le volume testiculaire en Finlande, et à droite, rayé, c'est le volume testiculaire à la naissance en Finlande, au Danemark, pardon. Il y a une petite différence, elle est significative, c'est-à-dire que les testicules sont un petit peu plus volumineux en Finlande qu'au Danemark, mais c'est très faible. Vous voyez que la différence est très faible. Par contre, si on examine encore les enfants à 3 mois, les garçons à 3 mois, on s'aperçoit qu'en Finlande, les testicules ont nettement augmenté de volume, et qu'au Danemark, ils ont aussi augmenté de volume, mais nettement moins. Et si on examine les enfants à 18 mois, il n'y a pas eu d'augmentation supplémentaire de volume testiculaire en Finlande. Il y a encore une petite augmentation de volume au Danemark, mais ça reste inférieur à ce qui se passe en Finlande. Cette augmentation du volume testiculaire s'accompagne d'une augmentation des taux de FSH et l'hémoglobine B chez les garçons, et donc peut refléter une différence de prolifération néonatale des cellules de Sertoli, peut donc aboutir à une quantité de cellules de Sertoli dans les testicules qui va être différente à l'âge adulte dans les deux pays et qui pourrait expliquer la différence de quantité de spermatozoïdes produits. Donc vous voyez que ça c'était des enfants normaux, hein, c'était pas des enfants particulièrement exposés à un effet exogène, mais ce qui se passe à cette période de la vie très précoce n'est sans doute pas sans conséquence sur ce qui va se passer après, et il est important de le savoir. Alors, je vous disais tout à l'heure que, bon, chez l'homme, c'est pas facile de faire des études et qu'on a heureusement des modèles chez les primates. Et là, je rapporte des résultats que je trouve intéressants, qui sont ceux de l'équipe de Ray, qui ont été publiés il y a une quinzaine d'années et qui a pris comme modèle le singe de Cébus. Et vous voyez ici, dans l'encadré, l'évolution du volume des testicules pendant les 30 premiers mois, 36 premiers mois, les 3 premières années de la vie chez ces singes. Il faut savoir que 36 mois, c'est à peu près la période où ils font leur puberté. En bas, ce que vous avez, c'est le volume des testicules en noir qui augmente. Et puis en rayé, c'est le volume des tubes séminifères et en pointillé, le volume du tissu interstitiel. En gros, les tubes séminifères et les tubes interstitiels. Et vous voyez qu'il y a une croissance pendant la période infantile et au début de la puberté, que bien entendu la croissance augmente de manière très importante pendant la puberté. Mais ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que pendant la période néonatale et infantile, il y a à peu près autant de tissus de tubes séminifères que de tissus interstitiels, et que la proportion du tissu tube séminifère tend à augmenter pour représenter plus de 60% au début de la puberté et près de 80% en fin de puberté. Donc on a une prolifération dans les deux compartiments qui est faible et qui va aller en s'accélérant dans les tubes séminifères. Ça, c'est l'aspect quantitatif. Alors voilà les photos de la même équipe. Ça, c'est la période néonatale et vous voyez, on retrouve le même type de coupe qu'on avait vu tout à l'heure chez l'homme, avec des cellules germinales, des cellules de Sertoli. La période infantile, avec aussi des cellules germinales. Le début de la puberté. Et là, on a une différenciation goniale avec des spermatogonies AP ou AD, qui sont des signes de différenciation goniale. Et puis la fin de la puberté avec des testicules normaux. Ils ont quantifié la quantité de cellules aux différentes périodes
Et vous voyez ici, il y avait 18 millions de cellules de Sertoli en période néonatale, et il y a une augmentation, une prolifération pendant la période infantile et pendant la puberté. Et les cellules germinales, il y a aussi une augmentation beaucoup moins importante. Vous voyez que la plus grande proportion des cellules sont les cellules de Sertoli. Ce qui est intéressant, c'est de voir le détail des cellules de Sertoli. Au début, ce ne sont que des gonocytes ou des poissomatogonies. Et vous voyez que les spermatogonies apparaissent pendant la période infantile. En début de puberté, on voit apparaître des spermatocytes. Et naturellement, en fin de puberté, on a une spermatogénèse normale avec des spermatocytes et des spermatides. Donc, ce qu'on peut retenir de ces travaux faits chez le singe Cébus, c'est que cette période prépubertaire entre la période néonatale et la puberté n'est pas très active, mais n'est quand même pas dépourvue de prolifération et de différenciation cellulaire. Alors maintenant, on peut voir ce qui se passe au moment de la puberté, dans la période prépubère, c'est-à-dire à peu près à partir de 10 ans et jusqu'à la puberté. Vous voyez que, assez logiquement, on a une augmentation de l'inhibine B qui représente la prolifération sertolienne, une augmentation de la LH qui va entraîner une augmentation de testostérone, et on voit que les courbes sont à peu près les mêmes, et puis une augmentation de la FSH qui est un petit peu moins importante. Alors si on regarde maintenant l'évolution anatomique au moment de la puberté, vous avez ici représenté la croissance du volume testiculaire chez le garçon, qui commence vers l'âge de 10 à 11 ans. On a un début de croissance, et puis après on a une augmentation progressive qui dure plusieurs années, 4 à 5 ans d'augmentation du volume testiculaire, et l'augmentation de testostérone qui, elle, va être très abondante. Ce qui nous intéresse, nous, dans cette affaire, c'est comment se met en place la spermatogénèse. À partir de quand les spermatozoïdes sont produits. Vous voyez que le testicule se développe dès l'âge de 10-11 ans. Est-ce qu'à cet âge-là, il y a déjà une fonctionnalité de l'épithélium séminifère? Est-ce qu'on trouve des spermatozoïdes? Alors, ceci a été étudié par plusieurs équipes qui n'ont pas pu étudier les testicules, mais qui ont recueilli des urines matinales de garçons, et quand ils ont trouvé des spermatozoïdes, ils ont considéré qu'il y avait une spermatogénèse fonctionnelle. Alors, il y a des études transversales, les 3 premières, puis une étude longitudinale, la dernière, et les résultats sont très homogènes. Vous voyez que la médiane, la moyenne de l'âge auquel apparaissent les spermatozoïdes dans l'espèce humaine, c'est entre 13 et 14 ans. Donc, à peu près 3 ans après le début de la croissance testiculaire. Donc, la mise en place de la spermatogénèse est quelque chose qui se fait progressivement, et on sait d'ailleurs que les premières ondes spermatogénétiques ne sont pas productives de spermatozoïdes. Vous voyez qu'à 13 ans, les 2/3 des urines des garçons contiennent des spermatozoïdes. Alors maintenant, indépendamment de cette situation qui est la situation normale, il y a peut-être des cas où on peut aussi s'intéresser aux testicules des enfants, qui sont les pathologies. Et là, je vais vous présenter que 2 situations. D'abord, ce papier de Hatzilimovic qui a été publié il y a 7 ans dans Lancet, où ils ont étudié les testicules d'enfants qui étaient atteints de cryptorchidie et qui étaient opérés de leur cryptorchidie au cours des 2 premières années de la vie, entre 0 et 2 ans. Et ils ont eu un résultat tout à fait étonnant. Ici, ce que vous avez sur le schéma de gauche, c'est le nombre de cellules germinales, d'une part chez les enfants qui ont été opérés avant 6 mois et les enfants qui ont été opérés après 6 mois. Et ils ont trouvé que avant 6 mois, les testicules produisaient des cellules germinales et qu'il n'y avait pratiquement aucune cellule germinale trouvée après 6 mois. Ensuite, ils se sont intéressés au type de cellules germinales qu'ils ont observées, et notamment s'il y avait des spermatogonies de type AD, et aux résultats des spermogrammes qui ont été faits chez ces garçons 15, 20, 25 ans après. Et ça, c'est la quantité totale de spermatozoïdes dans les éjaculats après la puberté. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que quand il y avait des spermatogonies AD, au début, là, au cours des 2 premières années, dans le testicule, il y avait une production de spermatozoïdes qui était plus ou moins bonne, mais quand même assez importante. Par contre, quand il n'y avait pas de spermatogonie AD avant 2 ans, il y avait une très faible production de spermatozoïdes. Donc ceci est un argument de plus pour penser que ce qui se passe au tout début de la vie infantile peut avoir des conséquences
sur le développement et ça pourrait peut-être aussi avoir des conséquences sur la manière de prendre en charge les cryptorchides. Deuxième exemple intéressant, c'est l'évolution du testicule chez les garçons atteints de syndrome de Klinefelter. Et ce travail a été fait par une équipe finlandaise, Wikström, et ils ont fait des biopsies de testicules chez des garçons atteints de Klinefelter, soit au tout début de la puberté, entre 10 et 11 ans, soit dans la phase suivante. Ils ont biopsié 14 garçons, 7 dans la première période et 7 dans la deuxième période. Ils ont pratiquement toujours trouvé des cellules germinales au début de la puberté. Par contre, dans la deuxième phase, en général, pas de gonie. Vous voyez ici, là, il y a une hyalinose importante, pas de gonie dans les tubes germinaux. Bon, ici, à 12 ans, c'est l'exception. En fait, dans ce testicule, il y avait des gonies là, mais les autres tubes séminifères étaient très altérés et étaient très différents du testicule d'un enfant normal qui n'était pas atteint de syndrome de Klinefelter. Donc, ceci indiquerait que chez le garçon atteint de syndrome de Klinefelter, il y a peut-être une prolifération goniale qui peut se faire en début de puberté et qu'ensuite, il y a une disparition des gonies qui se fait à la fin de la puberté. Ceci a d'ailleurs conduit cette équipe à proposer qu'on fasse des prélèvements de tissu testiculaire chez les garçons atteints de Klinefelter en début de puberté pour faire de la congélation de ce tissu testiculaire dans le but de l'utiliser plus tard pour essayer de provoquer une spermatogénèse chez ces garçons atteints de Klinefelter. Ensuite, la question qui se pose, c'est pourquoi ces garçons qui ont Klinefelter ont une inhibition d'une spermatogénèse qui démarrait, contrairement à ce qui se passe chez l'homme normal. L'hypothèse, c'est qu'il y aurait une inactivation du chromosome X, parce qu'il y a deux chromosomes X, une inactivation du chromosome X qui se ferait et qui inhiberait, notamment, ça a été montré, les gènes qui sont chromosomiques, qui sont les gènes des récepteurs aux androgènes. Et que c'est peut-être ça qui pourrait expliquer l'inhibition, mais ça n'a pas vraiment été démontré, c'était une hypothèse des auteurs. Bien, alors là, j'ai pas de chance parce que mon schéma n'est pas passé non plus. Simplement, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en conclusion, dans la période néonatale, on a une prolifération sertolienne qui va conduire à un allongement des tubes séminifères. Ensuite, on a une pause et à nouveau une prolifération des cellules sertoliques qui s'accompagne de la maturation, mise en place de la barrière hématotesticulaire, sécrétion des produits sertoliens et mise en route de la spermatogénèse. Au niveau gonial, on a une prolifération dans la période néonatale qui se fait très très tôt, dès les premières semaines de la vie, avec un rapport de l'index de prolifératif index apoptotique qui est très élevé. Et ici, on a une prolifération générale qui reprend, qui va aboutir à l'augmentation du diamètre des tubes séminifères, alors que la longueur, c'était les sertolies qui la faisaient. On a une différenciation goniale jusqu'au stade AD dès le début. On peut trouver quelques spermatocytes occasionnellement dans la période intermédiaire, mais la méiose fonctionnelle, elle se mettra en route que pendant la puberté, et ça aboutira à la production de spermatozoïdes entre 13 et 14 ans, c'est-à-dire à peu près le milieu ou même vers la fin de la puberté. Voilà, je vous remercie et je m'excuse pour ces diapos qui sont...